Pour ce 5e numéro de la Rétroactu, nous parlerons social avec notamment cette descente sur le terrain du premier vice-premier ministre en charge de la santé, Paul Biogeba, qui accompagnait le ministre du budget, Christian Magnagna. Les deux personnalités qui ont visité les structures à caractère social et sanitaire qui répondent bien sûr de la politique nationale sociale. Et puis nous parlerons également de cette psychose du côté de Fougamou, dans l'Angounié, où les populations ne savent plus à quel sein se vouer suite à une série de disparitions constatées. Le dernier cas, un jeune lycéen, a fait en sorte qu'aujourd'hui la justice soit emparée du dossier. Nous parlerons également politique avec cette signature, cette nouvelle plateforme initiée hier, c'était samedi, la signature de plusieurs partis politiques, syndicats, associations, ONG et bien sûr personnalités civiles qui ont donc décidé de soutenir la candidature d'Ali Bongo Ondimba à la présidentielle 2016. Et puis nous reviendrons également sur ce mouvement d'humeur des magistrats, les homontoges qui s'insurgent contre certaines décisions du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis le sport, nous reviendrons sur la liste qui est désormais effective et connue, la liste des 23, livrée donc cette semaine par le sélectionneur national Georges Costa. Voilà entre autres les sujets qui seront abordés au cours de ce 5e numéro de la Rétroactu, comprendre l'actualité autrement. Et pour commenter avec nous certains aspects de cette actualité, nous recevons Michel Philippe Nzé. Bonsoir Michel. Bonsoir. Voilà, Michel Philippe Nzé, connu bien sûr des Gabonais et même au-delà. Michel Philippe Nzé, journaliste émérite et bien sûr qui a un regard averti sur l'actualité nationale. Michel, vous allez être avec nous tout au long de cette émission. Bien sûr. En ouverture, donc, nous allons commencer avec la politique, avec cet événement qui a eu lieu hier, cette nouvelle plateforme qui regroupe donc des partis politiques, les ONG, les syndicats et également des personnalités civiles, tous qui ont donc décidé de soutenir la candidature d'Ali Bongo Ondimba à la présidentielle 2016. On regarde et on revient juste après. Une forte mobilisation, la projection des films documentaires illustrant les différentes actions réalisées par le président Ali Bongo Ondimba au cours des 6 dernières années. La série d'allocutions allant dans la même voie, ainsi que la présentation des personnalités conviées à la cérémonie de mise en forme de la dynamique plurielle. Notre présence ici doit être vue, entendue, comprise comme celle d'hommes et de femmes de toute génération qui veulent vivre dans un pays en paix et qui ont décidé de mettre entre mains leurs talents, leurs capacités, leurs compétences pour un seul objectif, participer à la construction d'une nation forte et solidaire aux côtés du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Après avoir donné le ton de cette manifestation, Alain-Claude Bilémisé a passé le flambeau aux représentants des associations, des syndicats autonomes, des centrales syndicales ainsi qu'à ceux des partis politiques de la majorité pour la signature de la plateforme dénommée Dynamique plurielle. Conscient que notre pays est résolument en marche vers l'émergence, réaffirmant notre soutien total et indéfectible, acclamons votre candidature à l'élection présidentielle d'août 2016. Autant de moments forts qui ont permis aussi de jauger la machine PDG et ses forces alliées à travers la signature de cette plateforme dénommée Dynamique plurielle avant de la dérouler le moment venu sur le terrain. Nous, responsables de partis politiques d'obédience diverses, de syndicats, d'associations, déclarons par la présente déclaration soutenir de manière fortement appuyée l'action inspirée, impulsée et déterminée à la tête du Gabon par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État,
depuis son accession en 2009 à la magistrature suprême. C'est donc évidemment conscient de l'amélioration des conditions sociales et du bien-être des Gabonais que tous ces acteurs sont venus adouber Ali Bongo Ondimba à travers la matérialisation de cette plateforme qu'est la dynamique plurielle. Michel Filimze, vous avez suivi avec nous donc ce reportage, cet événement qui retrace ce qui s'est passé hier. Des partis politiques, certes de la majorité, des ONG, des syndicats, des personnalités civiles, tous qui décident de soutenir la candidature d'Ali Bongo Ondimba pour la présidentielle 2016. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais que c'est tout à fait naturel, à la veille d'une élection de cette importance qu'est l'élection présidentielle, il est tout à fait naturel qu'on assiste de plus en plus à de tels regroupements dynamiques et pluriels, me paraît à cet égard suffisamment pertinent. Pourquoi? Parce que c'est le seul cadre à même de regrouper et des partis politiques et des associations de la société civile, des ONG, mais aussi et surtout des personnalités civiles non encartées partis politiques, qui ne peuvent se retrouver qu'à dans un regroupement de cette nature. On n'y va pas sous la casquette de son parti uniquement, mais on va également, je vais dire, escalité, intuité personnelle et un engagement personnel. Donc je pense que au-delà du fait que cette dynamique plurielle est circonstancielle, il est à penser, il laisse penser que on va en avoir 2 ou 3 certainement dans les différents camps politiques, hein, certainement. Qui nous dit qu'au niveau de l'opposition, on n'aurait pas également une plateforme plurielle comme la dynamique plurielle? Je pense que cela est tout à fait naturel. Maintenant, beaucoup pourraient se demander à quoi bon, alors que le parti, le candidat, le PDG, appartient à un parti. Et effectivement, Michel, on va se demander à quoi bon, d'une part, et puis surtout, comment finalement cela va-t-il se gérer? Parce qu'on sait, déjà, chaque parti a une façon de fonctionner. On a le parti de masse. Et puis là, finalement, il y a plusieurs autres entités qui vont se greffer. Il va falloir faire ensemble, il va falloir faire avec. Mais vous savez, le seul PDG ne peut pas porter son candidat, certainement, je vais dire de manière mécanique, à la victoire. Il est évident qu'ailleurs, comme ici chez nous, il y a toujours ce qu'on appelle un regroupement, une sorte de large, un éventail assez large justement de soutien à la candidature pour qu'elle soit non seulement crédible, mais qu'elle puisse impacter au-delà des limites du parti, du seul parti démocratique gabonais. Donc c'est j'espère bien, un essai gagnant pour le candidat Ali Bongo Ondimba. Mais il est à croire qu'également les autres candidats vont certainement travailler dans le même sens. Ce qui reste à démontrer, c'est est-ce que Dynamique Plurielle aura l'impact nécessaire, suffisant pour porter son candidat à la victoire. Il n'y a aucune incompatibilité technique entre le PDG et la Dynamique. Michel, force est de constater tout de même, on a remarqué qu'il y a déjà eu des tentatives de regroupement. Et au regard de ce qui se passe ici et là, on constate souvent au dernier moment, après des disparités, des désolidarisations. Est-ce que tout cela n'est pas à craindre? Nous avions eu, il y a quelques mois, ou environ 1 an, une tentative avec le Mogabo, et qui s'est soldée par un échec. Et je pense que je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir quelles en étaient les causes. Mais je pense que cette tentative, la première, le Mogabo, avait paru à un moment donné un peu sécessionniste, un peu scissionniste au niveau de l'autre là. Il était presque en phase où il était à même de créer un schisme, une sorte de cassure au sein du PDG à l'époque, parce que c'était non seulement des membres du PDG qui se dissociaient, non pas se dissociaient, mais qui se mettaient à part pour former le Mogabo. Et ce qui était un non-sens. C'était un non-sens. Voilà, parce que il n'est pas utile de sortir de son parti quand on est soi-même déjà haut responsable de ce parti pour créer un mouvement à part qui serait susceptible de mieux parler, mieux présenter, de mieux défendre le candidat naturel du PDG. Je pense que cette question-là ne se pose pas pour Dynamique Plurielle, comme je l'ai dit. Pour vous, Dynamique Plurielle inspire plus confiance, ça tiendra? Mais ce n'est pas une question de confiance. Je pense que techniquement, ce n'est pas impossible, ce n'est pas contradictoire, ce n'est pas affaiblissant. Je veux dire que ce n'est pas un facteur gênant. À partir du moment où ce sont des choses qu'on voit ailleurs. Un candidat à la présidentielle, généralement,
je vais dire, collecte des soutiens au-delà de sa seule formation. D'accord. Et vous l'avez relevé très certainement qu'en face, on parle de l'opposition, très certainement que de ce côté-là, il y aura également des regroupements pour faire face. Le champ n'est pas fermé. Je pense que nous sommes en démocratie, les uns et les autres sauront quoi faire. Mais je dis que c'est un bon essai qui vient d'être lancé par les initiateurs, notamment le Premier ministre Paul Biromba, qui a eu cette idée-là de mettre en place cette dynamique plurielle, qui, à mon sens, est un élément important parce qu'il ratisse large. Il ratisse autant dans la société civile que dans le sérail politique et même au-delà des personnalités civiles, physiques, elles-mêmes s'engagent dans la dynamique plurielle, ce qui est une bonne chose. Michel, on va poursuivre l'actualité. La rétroactu revient également sur cette visite d'inspection, cette descente sur le terrain du premier vice-premier ministre en charge de la santé, Paul Biogemba, qui accompagnait, nous vous le disions, le ministre du budget, Christian Magnagna, les deux personnalités qui ont donc visité les structures à caractère social et également sanitaire répondant de la politique sociale. On va apprécier cet élément et puis on revient juste derrière. Paul Biogemba et Christian Magnagna au cœur du fonctionnement de la politique publique en faveur des affaires sociales et de la santé. De la CNAMGS à l'hôpital spécialisé de Nkembo, en passant par le FNAS, la CNSS, l'Office pharmaceutique national et le centre hospitalier régional estuaire de Mélène, le moment a été mis à profit par les membres du gouvernement pour constater visuellement les forces et les faiblesses des structures. Le FNAS se porte bien. En ce qui concerne le dispositif qui a été mis en place, l'engouement auprès des Gabonais économiquement faible, l'encadrement que nous faisons sur le terrain. Monsieur le vice-premier ministre, on prend les engagements d'accompagner l'Office pharmaceutique national pour que les objectifs essentiels, à savoir avoir les médicaments en quantité et en qualité et approvisionner les établissements publics, soient atteints. Quelques retards observés pour les allocations budgétaires, oui, mais le gouvernement, de manière programmée, continue de remplir sa mission. En ce qui concerne le fonds du privé, nous n'avons aucun retard de paiement, de règlement avec le fonds du privé. Par contre, concernant le fonds des économiquement faibles et celui des agents publics, nous avons eu un certain retard. Cet retard a été plongé il y a 2 semaines. Aujourd'hui, en dehors des établissements publics où nous accumulons certains arriérés, les établissements privés, les pharmacies ont tous été réglés. Paul Biogemba et Christian Magnagna ont donc rappelé l'importance de l'adéquation entre les budgets alloués et les besoins réels. Cette visite veut rassurer les acteurs clés des politiques publiques sur la détermination du gouvernement dans son effort de développement. Nous sommes venus les assurer de ce que l'État gabonais sera toujours là pour confirmer son engagement fidèle à soutenir le développement de ces structures. Les dépenses sociales et les dépenses de santé sont des priorités pour le gouvernement. Le ministre du Budget est là pour regarder tout ce qui est possible d'être fait, notamment en termes d'allocation, de dotation budgétaire, voir les mécanismes qui peuvent être retenus pour fluidifier le financement de ces structures. Et pour finir, les membres du gouvernement ont effectué des visites guidées au sein des différents services pour apprécier le cadre technique. Après avoir apprécié cet élément, une descente sur le terrain, visiter donc les structures sociales et également sanitaires, qui marque là finalement une connotation par rapport à cet accent qui est mis dans le social et la santé. Mais c'est là justement l'idée première qui apparaît, l'idée sous-jacente, c'est que la préoccupation exprimée par le gouvernement et à travers le vice-premier ministre Paul Biromba et son collègue du budget, au-delà du fait que circonstanciellement on peut se demander pourquoi cet activisme, mais il faut regarder au-delà pour reconnaître l'opportunité de ces visites-là. Vous savez que le point faible aujourd'hui dans le bilan du président, c'est cet aspect justement social. En dépit des efforts qui ont été consentis, on le sait avec le FNAS, le Fonds national d'aide sociale, la CNAMGS et beaucoup d'autres structures qui ont vu le jour au courant de ces 7 derniers. Et elles font d'ailleurs partie des structures qui ont été visitées, oui, comme on l'a vu dans le reportage. Mais voilà, et donc, il faut reconnaître quand même qu'en dépit de cela, le volet social dans notre pays est le point le plus douloureux. Il est à penser que l'intérêt que le gouvernement manifeste
en cette période préélectorale ne soit pas seulement un activisme électoraliste et que cela correspond véritablement à un souci majeur, à une volonté d'impacter encore un peu plus. On peut penser ou espérer tout simplement que ce gouvernement veut aller comme un coureur de sprint, mettre le paquet avant le finish et qu'il aura certainement une amélioration qui va être apportée un peu à ces structures-là dans le cadre de leur fonctionnement et éventuellement voir s'il y a possibilité de pouvoir les booster, les amener à un rendement optimum pour le bien-être des populations. Mais je reviens encore une fois sur ce point que le côté social, notamment la santé, mais également le volet assistance, aide aux plus démunis, qui a d'ailleurs été un élément très important de la politique du président Ali Bongo Ondimba, reste quand même le point le plus douloureux. Si on y ajoute le logement et l'éducation. Malgré tout ce qui a été fait, vous dites, et d'ailleurs, on parlait de la CNAMGES qui a quand même fait ses preuves dans certains domaines, même si certaines choses, certains dysfonctionnements peuvent être constatés, on reconnaît quand même ce que la CNAMGES a apporté. On note, au sortir de cette descente sur le terrain, quand même certaines difficultés pour certaines structures. Heureusement, parce que cela aurait paru à nos yeux, aux yeux de nos compatriotes, comme étant une opération de charme et qui n'a pas véritablement de fondement matériel. C'est tout à fait à leur honneur de reconnaître ces faiblesses-là, ces lacunes, mais là, alors, il faut les combler. Il est à espérer que ces lacunes seront corrigées, les correctifs nécessaires doivent être apportés rapidement, surtout qu'il est question de finances. Généralement, dans ces cas, ce n'est pas l'opérabilité de ces structures qui fait défaut, mais c'est beaucoup plus les moyens dont elles ont besoin pour donner le meilleur service possible aux citoyens. Donc, nous pensons qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et qu'en dépit de ce qu'on aurait dû prendre pour autant une opération de charme, une opération purement électoraliste, que cela correspond véritablement à une volonté de booster les choses. Je veux dire de mettre le paquet, même si on est à quelques 2 ou 3 mois, 3 ou 4 mois de l'élection présidentielle. L'importance peut-être sur le terrain du ministre du Budget, Christian Magnania. Ben justement, d'où la présence justement du ministre du Budget, qui vient, et on l'a vu dans le reportage, qui a insisté lourdement sur l'effectivité de l'utilisation des fonds qui sont alloués dans le cadre du budget à ces structures-là. Donc il y a des questions de dysfonctionnement qui certainement ont été évoquées et qui vont certainement faire l'objet de recommandations et qui pourraient éventuellement, à terme, très rapidement, permettre un meilleur rendement de ces structures. Mais pour revenir à la CNAMGES, je pense que c'est une structure qui a fait preuve de son efficacité, c'est vrai, mais qui demande à être parfaite. Vous le savez bien qu'au jour d'aujourd'hui, l'emprise, je veux dire, en termes de prestations de la CNAMGES reste un peu très limitée et ne couvre pas un certain nombre de besoins médicaux en termes de soins de santé, en termes de dispositifs sanitaires. Donc je pense que, comme c'est une entreprise humaine, elle demande qu'à être parfaite, améliorée et renforcée. Tout à fait. Sur le plan social, Michel Filimzé, nous allons à présent vous proposer ce reportage, revenir sur cette psychose du côté de Fougamou, dans la province de Langounié, avec ces disparitions répétées dans la ville. La population ne sait plus à quel sein se vouer. La justice a pris également l'affaire en main. Et puis, nous allons également aborder cet aspect, ce mouvement d'humeur des magistrats, les hommes en toge qui s'insurgent contre certaines décisions prises au sortir du Conseil supérieur de la magistrature. Les 9 et 10 avril dernier, Étienne Malata Doumambila, élève en classe de première S au lycée Léon Bomba de Fougamou, disparaît sans laisser de traces. Alerté, le parquet de Mouila ouvre une information judiciaire dont les premiers éléments de l'enquête confiée à l'unité locale de gendarmerie viennent de déboucher sur l'inculpation assortie de la délivrance de 3 mandats de dépôt par le procureur de la République à l'encontre des 3 suspects. 3 individus, lesquels sont M. Gratza John Olivier, M. Douena Dieudonné, qui est le directeur de l'école de Ouaka, comme cela a été publié effectivement dans des journaux, et un jeune homme, M. Essono Géo. Constant dans ses aveux,
Et Sono Giro, l'un des 3 mis en cause, affirme en effet qu'avant sa livraison sous la forme d'un colis à la notabilité politique de la contrée désignée à tort ou à raison comme commanditaire, la victime aurait été enivrée dans plusieurs bars de la ville afin qu'il apparaisse comme une proie facile aux mains de ses ravisseurs, des dépeceurs et vendeurs d'organes humains qui l'auraient par la suite embarqué dans un véhicule de type 4x4 stationné au débarcadère de Fougamou contre la promesse d'une forte somme d'argent. Moins plausible, en revanche, apparaît l'autre version qui affirme avoir vu la victime en total et parfait état d'ivresse tenter une traversée suicidaire vers 4 heures du matin dans le but de rallier par une pirogue placée au même débarcadère son quartier Ngwassa, situé sur la rive gauche de la ville de Fougamou. Alors que le juge d'instruction procède au recoupement d'usage, l'affaire Eti Malata tourne désormais au face-à-face entre 2 familles. D'un côté, des parents du disparu qui multiplient marches, sittings et rencontres avec les autorités judiciaires. Nous n'allons pas casser, nous n'allons pas brûler, nous n'insultons personne, nous voulons seulement que notre enfant soit restitué. De l'autre, celle de la notabilité politique engagée au nom de la sauvegarde de la dignité du clan dans un processus de sauvegarde de l'image. La guerre des affiches sur fond d'informations réelles ou erronées qu'elle se livre a installé un climat de tension que les autorités ont vite fait de circonscrire au moyen d'un déploiement massif de renforts de police et de gendarmerie. La peur s'est installée auprès des populations, je l'ai constaté, pour rassurer les populations. Les plus hautes autorités ont pris la décision d'envoyer dans le département de Tamagoti, depuis lundi dernier, un dispositif sécuritaire composé de la gendarmerie et de la police. Ils sont venus pour la sécurisation, je dis bien la sécurisation de la ville de Fougamou. Plus d'un mois s'est écoulé depuis la disparition du jeune Eti Malata, sans que la moindre preuve de vie n'ait été rapportée. Dans un contexte local caractérisé par la résurgence du phénomène de disparition, de crimes rituels ou de sang non élucidés, le tribunal de Mouila, qui fait pourtant preuve de diligence et d'un volontarisme avéré dans le traitement de ce dossier, pourra-t-il parvenir à la manifestation de la vérité dans ce dossier? Des sources proches du dossier permettent d'en douter. Elles évoquent pêle-mêle le manque de moyens logistiques, mais surtout l'absence d'éléments matériels tels que le corps, le véhicule utilisé ou la pirogue, pouvant nourrir la conviction du juge. Si l'on y ajoute le risque de glissement du dossier du terrain judiciaire sur le terrain politique, l'on peut d'ores et déjà présager d'une procédure longue, difficile et laborieuse. Parmi les raisons évoquées par les hommes en toge, organisateurs de ce mouvement d'humeur, les mesures prises lors du dernier Conseil supérieur de la magistrature. Les décisions qui ont été rendues ont plus ou moins entraîné ce mouvement d'humeur parce que nous avons vu à l'intérieur des magistrats qui ont été nommés à des fonctions qu'ils ne pouvaient pas occuper normalement statutairement. Et en plus, nous avons constaté que certaines personnalités participent au Conseil supérieur de la magistrature alors qu'au fond, ils n'ont pas ce droit. Le tribunal, on peut considérer comme l'école primaire. La cour d'appel comme le secondaire et la cour de cassation comme les études supérieures, donc l'université. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un enfant du CM2 puisse directement être amené à être en terminale? Comment les magistrats entendent-ils obtenir satisfaction à leurs revendications? Notre dénonciation vise à faire respecter nos textes. Le magistrat est encadré par des textes. La carrière des magistrats est encadrée par des textes. Toutes les possibilités sont ouvertes. Tous les recours sont ouverts. En ce moment où nous parlons, la Cour constitutionnelle a été déjà saisie. Nous avons déjà déposé notre recours auprès de la Cour constitutionnelle. Donc nous attendons effectivement la réaction de ces hautes juridictions. Les préoccupations des juges n'étant pas des moindres, le gouvernement s'en est saisi. Une réponse adéquate va être apportée imminemment par les autorités de tutelle.
Michel Filimzé, cette psychose finalement du côté psychose des populations de Fougamou par rapport à ces disparitions inexpliquées d'enfants ou de jeunes. La dernière en date, celle de ce jeune lycéen qui a soulevé un tollé, la psychose des populations et bien sûr également des personnalités de la contrée qui essayent de rassurer ou en tout cas d'élucider ces phénomènes. La justice, aujourd'hui, s'est emparée du dossier. Mais c'est bien heureux que la justice se soit emparée du dossier parce qu'il faut rassurer ces populations. N'oublions pas que le Gabon connaît depuis quelques années, sinon depuis des décennies, un phénomène un peu récurrent de crimes rituels ou d'assassinats inexpliqués ou de dépeçage de cadavres et consorts. Tout ça qui ont amené les populations à redouter le pire chaque fois qu'on n'a pas trace d'un parent ou d'une connaissance. On s'inquiète, évidemment, à juste titre. Mais alors, il faut quand même s'interroger. Pourquoi à Fougamou, pourquoi tant de disparitions? Pourquoi pas ailleurs au Gabon, dans la même période? C'est qu'il y a certainement dans la région une cause physique, une cause matérielle qui occasionne ces disparitions. Si la justice en est saisie, j'espère bien que justement les policiers justement spécialisés dans ces genres d'investigation, notamment la police criminelle, la police judiciaire, est sur le terrain et essaiera dans les plus brefs délais d'apporter des réponses, notamment aux parents laissés disparus. Je reviens encore une fois là-dessus pour m'interroger sur le pourquoi, le comment de ce phénomène récurrent de crimes rituels. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est plus un secret que les uns et les autres pensent que c'est le fait d'hommes politiques, que c'est le fait de certaines ambitions un peu démesurées de ceux-là qui veulent. Ou pas forcément? Mais vous savez, entre un crime crapuleux et un crime rituel, la seule différence, c'est les mutilations. Or, ces mutilations peuvent être le fait justement de ces criminels crapuleux pour brouiller les pistes, éloigner les soupçons de leur personne. Moi, je crois qu'il ne faut pas tirer des conclusions très hâtives. Nous avons connu il y a quelques mois un assassinat barbare dans la zone de Plaine-Oreti où une jeune dame a été... On avait très vite fait de jeter cela dans ce registre-là. Justement, certaines langues sont allées très vite en besogne, ont mis cela sur le compte d'un assassinat à caractère rituel. Et l'enquête a révélé par la suite qu'il s'agissait d'un crime passionnel. Donc je pense que dans ces cas, il faut s'interroger, mais non pas tirer des conclusions hâtives. Et que le Gabon, dans cette histoire-là, n'est pas le seul pays dans la zone Afrique centrale à connaître ce genre malheureusement, de phénomènes assez déplorables. J'ai connaissance de certains cas au Cameroun, au Congo-Brazzaville, au Congo démocratique, qui sont malheureusement des pratiques qui doivent être fortement condamnées et fortement combattues par les pouvoirs publics. Je pense qu'il appartient à l'État, au jour d'aujourd'hui, de faire des exemples. Il m'a semblé qu'au lendemain de la marche qui avait été organisée il y a quelques mois par la Première Dame et par le couple présidentiel, notamment contre ces crimes rituels, beaucoup d'initiatives avaient, semble-t-il, été prises et certaines propositions allant dans le sens de la criminalisation forte de ces pratiques-là avaient été mises. Il était question de rétablir la peine de mort uniquement pour les auteurs de crimes rituels. Ce qui aurait eu un caractère au moins dissuasif. Et je suis le seul qui voterait pour ça en disant que ce soit les commanditaires ou les exécutants, si les exécutants passent par les armes et qu'ils sont mis à mort à chaque fois qu'ils sont arrêtés, ça en dissuaderait beaucoup d'autres. Encore faudrait-il pour cela que les enquêtes aillent souvent... Généralement, les plus faciles à se faire prendre, ce sont les exécutants. Ce n'est pas les commanditaires. Parce que les commanditaires, généralement, ne reconnaissent pas les accusations qui sont portées contre eux. Et donc, les exécutants, tout comme les commanditaires, s'ils sont connus, mais surtout les exécutants, s'ils étaient mis à mort, s'ils étaient punis par la peine de mort, je crois que ça va décourager beaucoup ceux-là qui voulaient prêter leurs mains ou leurs couteaux justement à des basses longueurs. Alors, autre sujet qui fâche ou qui a fâché cette semaine, du moins qui a fâché les hommes en touche, c'est ce mouvement d'humeur du côté des magistrats au sortir, suite en tout cas au dernier conseil supérieur de la magistrature, comme on a pu le voir dans ce reportage de Frédéric Namoukoula.
Mais vous voyez que là, nous sommes dans un domaine hermétique, un domaine technique, un domaine de souveraineté, et dans lequel on ne devrait pas s'immiscer à tort et à travers. Les magistrats, ils ont été formés, ils sont appelés à dire le droit. Ils représentent un pan important de la démocratie, du fonctionnement de la démocratie et de l'état de droit. Et je pense que c'est tout à fait... C'est sans surprise qu'on note ce genre d'allergie, de réprobation de leur part. Ils ne sont pas coutumés du fait, mais je pense que les raisons qu'ils ont invoquées là-dedans devraient être examinées le plus sérieusement par le gouvernement. Mais est-ce que ce qui paraît un tout petit peu étonnant, c'est quand même que le collège des conseillers est quand même composé de personnalités hautement qualifiées du domaine justement de la magistrature. Oui, le Conseil supérieur de la magistrature est composé de manière assez significative, substantielle, par des magistrats professionnels, des hauts magistrats. On peut se demander alors où est-ce qu'ils étaient quand la décision de nommer un des leurs à la tête de la cour d'appel a été prise, ou à la tête d'une autre juridiction, ce qui justement justifie la montée, la levée de bouclier de la part des magistrats, des autres magistrats. Moi je pense que tout cela est une question qui devrait être examinée par le gouvernement. Et que là où je ne suis pas vraiment, pas du tout, non pas que je sois d'accord ou pas, mais je donne mon point de vue. Il m'a semblé qu'il demandait également une modification de la Constitution qui aille dans le sens justement d'une remise en question du pouvoir présidentiel sur le Conseil supérieur de la magistrature. Moi je crois qu'on est dans une période où nous sommes à quelques encablures d'une élection présidentielle importante, que ces questions de modification constitutionnelle peuvent être revues. Je veux dire, après l'élection présidentielle, on ne peut pas poser cette question aujourd'hui et conditionner sa solution, la réponse que le gouvernement apporterait à cette question-là, notamment la modification de la Constitution, qu'on conditionne le maintien de la grève, parce que je pense qu'en ce moment, il y a un débrayage au niveau du palais de justice. Je pense que très sérieusement, il faudrait que tout le monde se ressaisisse et revienne à la raison, et que dans ce pays, il y a des gens... Vous partagez l'argumentaire selon lequel, justement, que le président de la République, à la tête de ce conseil, cela porterait atteinte à la liberté de la justice? Je ne crois pas. De toutes les façons, vous savez, les institutions sont ce qu'elles sont, et... De tout temps au Gabon, on a toujours eu le président de la République à la tête du Conseil supérieur de la magistrature. Cela n'a dérangé personne. Il y a certains magistrats, sinon la plupart d'entre eux, qui doivent leur progression professionnelle, leur carrière, justement, ce même Conseil supérieur de la magistrature. Ils ne s'en sont pas plaints. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, qu'on doive jeter le bébé avec l'eau du bain sur le seul fait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord avec une décision qui a été prise. Et puis ne remuons pas quand même la base pour juste un épiphénomène. Je pense que le seul fait que le gouvernement juge utile et important de se saisir de cette question est à mon sens un signal favorable, un bon signal justement que en la matière, il y a toujours possibilité de se mettre d'accord sur les choses les plus fondamentales. Et qu'en l'occurrence, la magistrature étant une fonction très encadrée par le droit et par la loi, je ne crois pas qu'au jour d'aujourd'hui, il soit possible qu'on puisse aller au-delà de ces textes qui réglementent cette profession. Michel Flemze, avant de vous laisser partir, vous avez suivi avec nous cette actualité tout à l'heure, notamment avec le lancement le 24 prochain d'une chaîne thématique en contenu, chaîne d'information dénommée Gabon 24, sous tutelle bien sûr du groupe Gabon Télévision. Comment appréciez-vous la venue de cette nouvelle structure dans le paysage médiatique gabonais? Vous savez, même si je ne suis plus journaliste en studio, sur le terrain, je reste quand même assez sensible aux questions qui touchent au journalisme. Je ne peux que me féliciter de l'arrivée d'un nouveau-né dans le paysage audiovisuel national. Loin de moi l'idée de critiquer Gabon 24, mais tout dépendra de ce que l'usage qu'on en ferait, l'usage qui en sera fait, et de la capacité des gens, des équipes qui seront mises en place, leur capacité à pouvoir faire de ça un joyau. Il ne suffit pas de dire Gabon 24, information continue pour que ça fonctionne, que ça aille. Il faut alors à ce moment-là de bons professionnels. Et qu'on arrête d'amener des aventuriers dans cette profession, parce que ce n'est pas parce qu'on met quelqu'un devant un micro, devant une caméra qu'il devient professionnel de la communication. Il faudrait penser véritablement à mettre des professionnels. Il y en a, des jeunes
qui sont là, d'autres plus expérimentés qu'il faudrait mettre à la disposition de Gabon 24 afin que cette chaîne ne soit pas juste une coquille vide. Il ne faut pas que ça soit une initiative comme on en a connu beaucoup dans ce pays, qui voit le jour aujourd'hui, après 6 ou 7 mois, qu'on n'entende plus parler de ça, ou qu'on entende parler un peu de manière tout à fait, un peu, je vais dire, confidentielle. Il faut qu'il y ait de vrais professionnels, des gens outillés, pour faire de cela des réussites. Je crois que Gabon 24 sera certainement une chaîne qui sera placée sur le satellite, sur le bouquet, et donc à ce moment-là, c'est l'image du Gabon, c'est l'image du pays, et l'image justement du journalisme gabonais qui sera ainsi présenté. Donc il faut véritablement que les uns les autres, tous ceux qui sont à l'origine de cette chaîne, s'attachent justement à outiller cette chaîne en matériel, en personnel, mais également en moyens financiers. Voilà. Michel Flimzé, merci d'avoir répondu présent et d'avoir accepté de bien vouloir commenter un pan de l'actualité avec nous. En tout cas, merci pour votre promptitude et pour votre disponibilité. Nous allons poursuivre avec, la célébration cette semaine de la Journée internationale des musées. Chaque 18 mai, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale des musées, l'occasion de mettre en lumière l'importance des musées qui sont les lieux de conservation des œuvres culturelles. Pour cette année, le thème retenu est « Musées et paysages culturels », un thème évocateur qui interpelle l'univers planétaire sur l'objectif des musées qui sont un moyen d'échange culturel, d'enrichissement des cultures, du développement de la compréhension mutuelle et de la paix entre les peuples. Au Gabon, cette journée prévue être célébrée ce mercredi a été reportée pour une date ultérieure. Qu'à cela ne tienne, c'est l'occasion ici de faire un état des lieux de ce musée, lieu par excellence de la conservation des œuvres culturelles reliant le monde des vivants à celui des morts, médiateur entre le monde visible et l'univers sacré. Ici, les différents conservateurs affectés dans cette structure rencontrent d'énormes difficultés dans la conservation des reliques, masques et statuettes. Cela s'explique par l'emplacement de la structure qui est implantée au niveau du bord de mer et de l'espace, sinon du cadre choisi pour abriter les locaux de ce musée. Au cœur du tourisme dans certains pays, le Gabon gagnerait mieux si une structure valorisant ce patrimoine voyait le jour. Au-delà de tout, le Gabon reste marqué par une culture liée à la spiritualité, laquelle spiritualité s'exprime par des objets symboliques. Gabriel Guillain-Lemami, bonjour, bonsoir. Bonsoir, M. Marshal Timinda. Voilà, donc au regard de l'importance finalement de cette journée, on peut déplorer que sur le plan officiel, il n'y ait pas eu une manifestation ici et là, Gabriel. Alors il faut dire que la journée internationale a été mise en place par la communauté internationale dans le but de mettre en lumière les musées qui sont les lieux de conservation des œuvres culturelles. Alors finalement, au-delà de ce qu'on déplore, vous qui étiez sur place au musée même, comment avez-vous apprécié la conservation de tout ce qui est culturel et qui répond de ce musée ? On peut dire que les œuvres culturelles gabonaises sont plus ou moins bien conservées. On peut seulement déplorer le cadre que les conservateurs y travaillent, parce que vous savez que le musée se trouve au bord de mer. Vous connaissez ce que les eaux marées peuvent donner sur ces œuvres qui sont tellement vieilles. Et voilà, donc le Gabon gagnerait en plus si une structure moderne digne de ce nom serait construite. Finalement, on a l'impression tout de même que la culture, finalement, est un tout petit peu le parent pauvre. On déplore plusieurs manquements, les salles de spectacle, et puis même parlant justement des musées. Est-ce que ce qui sert aujourd'hui de musée national répond véritablement aux normes d'un musée en tant que tel ? Il faut le dire que M. Marshal Tibinda, ce musée, vraiment, il ne ressemble pas à un musée moderne qu'il faut pour le Gabon. Donc ce que je disais tout à l'heure, l'État gagnerait en plus si un musée digne de ce nom est construit sur le territoire. Merci Gabriel Guillain-Lemami d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci. Et puis également dans le cadre de ce 5e numéro de la Rétroactu, nous avons également décidé de revenir sur ces deux événements, notamment la conférence de presse hebdomadaire du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilé-Binzé, qui annonçait cette semaine le lancement pour le 24 mai prochain de la chaîne thématique d'information continue Gabon 24. Et puis également cette sortie de presse sur le front maritime du chant triomphal. Les médias qui ont donc été invités en face
du tout nouveau CHU Jeanne Ebori à prendre part, à regarder ou visiter le site de ce projet réorienté dénommé désormais la Baie des Rois. Et pour le compte de notre rédaction, Aimé Manix Mondjo était sur les lieux et nous revenons juste après. Je vous invite à monter et à découvrir le projet, en tout cas la zone 2 du projet, qui est celle sur laquelle vous êtes. C'est un signe envers les investisseurs. La Baie des Rois est aujourd'hui un gravat de sable, demain, une ville intégrée. Le maître d'œuvre, une entreprise chinoise chèque, 3e au monde dans ce type de réalisation. Fini les travaux de remblai et de dragage, la société anonyme FMCT se charge de l'aménagement et du développement. Le projet prévoit la construction de 360 000 m² de bâtiments, dont 200 000 m² de bureaux, et puis le reste étant du logement, un peu d'activité culturelle, de l'hôtel et du commerce. Le projet veut atteindre 3 objectifs en plus d'attirer des investisseurs. Avoir une ville ouverte et favoriser le développement économique. Il s'étend sur 40 hectares, mais pour l'heure, la Chine travaille sur le 1/4, soit l'équivalent de 15 terrains de football. Nous avons comme ça 5 zones d'aménagement qui se feront dans le temps. Et donc une fois que nous aurons fini les travaux d'ensablement, nous pourrons attaquer la viabilisation des terrains et la commercialisation des terrains. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons défini un master plan avec une programmation urbaine qui a été étudiée. Et chaque lot, chaque parcelle représente un produit, un bâtiment particulier. Et ce bâtiment sera, on va dire, imposé. Nous avancerons petit à petit. C'est pour ça que vous n'avez pas d'activité sur d'autres zones. C'est qu'on souhaite finaliser une zone, puis passer à la seconde. Le tout prévoit aussi un port de plaisance, un pôle bus, des parkings, beaucoup de verre. La Baie des Rois renvoie aux différents rois de Libreville, ceux qui ont permis la libération des esclaves ayant baptisé la ville. Ce projet sera finalisé sur le long terme. Le gouvernement, à travers le ministère de la Communication, va lancer très prochainement la nouvelle chaîne d'information en continu dénommée Gabon 24. Et c'est une chaîne qui est partie prenante, partie intégrante de Gabon Télévision, puisqu'il s'agit d'une chaîne thématique. C'est une chaîne qui vise à diversifier le paysage médiatique gabonais et l'offre d'information en proposant au public l'information du Gabon sous un traitement différent et plus en phase avec les standards internationaux, mais aussi l'information africaine et internationale. Alors, Aimé Manix Mondjo, bonjour, bonsoir. Bonjour, Martial. Alors, on a pu apprécier ces reportages. Vous étiez effectivement sur le terrain par rapport à ce projet réorienté, la Baie des Rois. Alors, dites-nous, au-delà des images qu'on a pu apprécier, qu'avez-vous vu réellement sur le terrain? Bon, on n'a pas vu plus que ce que le reportage a montré. C'est du sable. Pour l'instant, il faut le dire, c'est quand même du sable. Mais pour savoir un peu plus, il fallait se renseigner auprès donc des personnes qui sont chargées de l'aménagement et du développement de ce terrain. Ça fait quand même 40 hectares de terrain, vous voyez. Donc on a pu se renseigner et on a su que les Chinois étaient en ce moment, au moment où nous parlions, dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'intérieur? Mais ils faisaient des travaux justement d'aménagement. Ils posaient des roches et des blocs de béton qu'on pouvait donc apercevoir. C'est peut-être rien, mais tout ce qu'ils font à l'intérieur, sinon dans l'eau, est assez quand même remarquable et pour le souligner. C'est pour dire que si la partie visible de l'iceberg semble ne rien montrer, mais en dessous, il se passe des choses. C'est exactement cela. Donc les Chinois sont à pied d'œuvre, ils sont en train de travailler et c'est assez sérieux quand même. Mais ils se reposent. On a voulu savoir s'ils le faisaient H24, ce n'était pas le cas. Il y a des temps où ils travaillent, il y a du temps aussi pour se reposer et pour faire autre chose. Alors vous l'avez également souligné dans votre reportage, il y a une forte connotation symbolique, du moins, à travers cette nouvelle dénomination, la Baie des Rois. Oui, la Baie des Rois, tout cela, on s'est renseigné, on a fait un peu l'histoire aussi avec les responsables du projet. La Baie des Rois, c'est le nom
le nom, en fait, qui rappelle, si vous voulez, les rois, lui, Rapochombo, qui ont aidé la France à raisonner le navire Elysia dans lequel il y avait des esclaves qui, finalement, on le sait dans l'histoire, se sont libérés et ils ont baptisé cette terre Libreville. Donc c'est en souvenir ces personnes qu'on a donc baptisé la baie des Rois. Alors une petite polémique tout de même autour de ce projet, jadis baptisé simplement la Marina, qui devait être financé entièrement financé par l'État. Le ministre de la Communication l'évoquait d'ailleurs dans sa conférence de presse hebdomadaire. Aujourd'hui, le projet a été réorienté. Expliquez-nous un tout petit peu le circuit de cette réorientation finalement. D'abord, là aussi on a pu savoir de ces personnes, la Marina, c'est de façon simple, c'est un terrain, si vous voulez, des bâtiments construits sur la mer. Donc ce sera forcément une marina, mais après c'est juste un nom de baptême, la baie des Rois. Il n'y a pas de confusion à se faire par rapport à ce projet. La marina, c'est simplement des terrains construits sur la mer, et la baie des Rois, c'est le nom que portera cette marina. Alors un projet qui, nous le disions, devait être financé entièrement par l'État, qui apparemment lié notamment aux difficultés économiques mondiales actuelles, a dû le réorienter et confier finalement ce projet à un fonds, le Fonds national, le Fonds gabonais d'investissement stratégique. C'est bien cela. Alors le Fonds gabonais d'investissement stratégique utilise le fonds de l'État, vous voyez, à travers plusieurs process. Donc c'est avec cet argent que le Fonds gabonais d'investissement stratégique finance, si vous voulez, donc le suivi des travaux grâce à une autre entreprise, la FMCT, donc le Fonds maritime du Champ Triomphal, qui est chargé même du développement et de l'aménagement, mais sous, bien sûr, la tutelle du FGIS, donc le Fonds gabonais d'investissement stratégique. Et qui a déjà pris le taureau par les cornes, puisque nous savons qu'un partenariat a été signé avec une entreprise chinoise, tchèque, qui, là aussi, il faut le souligner, c'est l'entreprise troisième au monde dans ce type de réalisation, c'est ce que je disais dans le reportage. Et donc, peut-être que les premiers sont les Américains ou les Français, mais sinon les Chinois, ils sont troisièmes, ils l'ont fait déjà dans d'autres pays, ils ont réalisé ce type de projet et ici ils sont là au Gabon donc, pour le faire et ils sont déjà à pied d'œuvre, je vous le disais donc au début, ils sont, pendant que nous parlons, peut-être à cette heure-ci, dans l'eau pour... sous la mer. Alors peut-être dernière préoccupation, selon vous la durée de ce projet? Alors, pour l'instant, ils sont sur la phase 2 du projet et c'est un projet qui compte s'achever sur le long terme. On n'a pas forcément une date déjà bien choisie pour dire que bon, en 2020, on aura terminé avec ce projet. C'est sur le long terme. Donc il y a 5 phases comme ça. Pour l'instant, ils sont sur la deuxième phase qui mesure une dizaine d'hectares. On l'a dit dans le reportage, l'équivalent de 15 terrains de football. Donc pour l'instant, ils sont dessus. Et ils ont commencé parce qu'il fallait, les objectifs de ce projet, il faut le souligner, c'est quand même d'appeler les investisseurs, au-delà d'avoir une ville ouverte et aussi favoriser au développement économique parce que ce sera une ville intégrée, qui dit ville intégrée dit logement. Et le type de logement de la baie des Rois sera imposé. On ne viendra pas construire tel qu'on le veut, mais non, c'est la FMCT qui déterminera quel type de logement est approprié pour ce terrain-là. Et donc je disais, ils sont sur la première phase, la deuxième phase plutôt, qui mesure 10 hectares par là. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec les Chinois qui sont donc sur le terrain. Et le ministre d'ailleurs, porte-parole, qui nous révélait lors de sa conférence de presse que plusieurs investisseurs sont déjà intéressés pour s'implanter. Voilà, il n'y a pas de différence, c'est un peu comme la zone économique d'un Coq, vous voyez. Il y a des investisseurs, des entreprises qui sont déjà implantées en Coq. Je pense que ça ressemblera un peu cela. Il y aura des investisseurs qui pourront, il y aura des magasins, vous voyez, à part avoir des logements, il y aura des magasins, il y aura des parkings, il y aura un port de plaisance. C'est important quand même que le Gabon ait un port de plaisance. Ce sont des informations qu'on a pu donc avoir des responsables de la FMCT. Et bien Manix Monjo, merci. Merci, c'est moi. Et pour la suite donc de la rétro-actu, nous allons boucler avec le sport. Ça y est, la liste des 23 a été rendue publique cette semaine par le sélectionneur national Georges Costa. Et puis, nous allons également revenir sur cette défaite du CF Mounana face à l'Étoile du Sahel de Tunisie. Et derrière, nous revenons avec Charles Ogoula, notre chroniqueur. 3 nouveaux joueurs font leur entrée dans ce groupe des 23 convoqué par le technicien portugais Jorge Costa, le défenseur Johan Watcher qui évolue à Sedan en France, les attaquants Denis Bouanga de Strasbourg et Gaëtan Michel-Yann Messi-Mézu de Valenciennes. Interrogé sur l'absence de Didier Ndon Ibrahim sur la liste des 23 appelés, Jorge Costa a dit que ce joueur n'est pas sur la liste pour cause d'indiscipline. Entre autres questions évoquées au cours de cette conférence de presse, le système de jeu.
Costa n'est pas satisfait de son 4-4-2, il prévoit le modifier. On va changer, on va essayer de... Parce que moi-même, je ne suis pas vraiment content avec le 4-4-2, je vais changer. Dans l'ensemble, le sélectionneur national a gardé l'ossature du groupe qui avait livré les 2 matchs de mars dernier face à la Sierra Leone. Ovono, Bitseki, Mfamezu dans les buts, en défense Paloun, Otozue et Watcher, les nouveaux venus de ce groupe, Zeondo, Ekwele Manga, Henri Ndongale, Apinangoy, Yohan Obiang. En milieu de terrain, Mpoko, Tanjigora, Madinda, Mbingi, Kanga Gelor et Mario Lemina. En attaque, Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine, Malik Evuna, Denis Bouanga et Yann Missi-Mezui, Axel Meillet et Bulot. Le regroupement des Panthères est prévu le 24 mai à Barcelone. La première séance d'entraînement aura lieu donc le 25 du même mois au stade de l'Espanyol de Barcelone. 4 joueurs sont en liste d'attente: Franck Ngonga, Yohan Didero Lengualama, Serge Martinson Ngwali et Romaric Rogombe. Le rêve brisé pour le centre de formation de Mounana. Ils y ont pourtant cru jusqu'au bout, atteindre la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'unique but inscrit par les Mounanais à la 38e minute par Onchanga sera insuffisant pour reverser la donne, car battu 0-2 au match aller en Tunisie. 2-1 pour les Tunisiens sur l'ensemble des 2 rencontres. L'élimination est là. Je pense que les occasions n'ont pas manqué pour pouvoir marquer ce deuxième but-là. Voilà, comme je ne cesse de répéter, le mal de notre football, c'est l'efficacité. On n'a pas été efficace, voilà. Et ils ont été efficaces, aussi bien défensivement qu'offensivement en Tunisie. Bon, voilà, c'est ce qui fait la différence entre une grande équipe et l'équipe que nous sommes. C'était une rencontre très bien disputée. Je commence par remercier l'équipe adverse, l'équipe Mounana, qui ont quand même sur les 2 parties, ils ont présenté une appréciation respectable, même si ils ont perdu la qualification. A noter que cela fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'un club gabonais atteigne la phase de poule de la Coupe de la CAF. L'on s'interroge alors sur la santé de notre national foot, quoique professionnel. Charles Goula, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a pu le suivre lors de ces éléments. Le sélectionneur national, Georges Costa, qui a donc rendu public la liste des 23. C'est effectif. Georges Costa a rendu donc public la liste des 23 Panthères pour la double confrontation le 28 à Barcelone contre la Mauritanie et le 5 à Bouaké contre l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ce sont toujours les mêmes, par quelques entrées qu'on enregistre, notamment Bouanga qui rejoint donc les Panthères du Gabon. Il faut dire que cette 5e journée des éliminatoires, donc contre la Côte d'Ivoire, le Gabon n'a pas trop de pression, étant déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Mais le Gabon a besoin quand même de revoir son jeu au niveau donc de l'attaque, d'où l'entrée de certains de nouveaux au sein de cette équipe nationale. Et d'où d'ailleurs l'observation de Georges Costa pour changer. Justement, qui n'était pas ou n'était plus satisfait finalement de l'efficacité de ce système de jeu, le 4-4-2. Bon, c'est quand même extraordinaire que c'est à la fin du contrat de Georges Costa qu'il se rend compte que son système qu'il a mis en place depuis plus d'1 an était improductif, alors qu'on en parle depuis toujours. Bon, on espère voir quel nouveau schéma tactique Georges Costa pourra mettre en place pour pouvoir donner une autre image à cette équipe gabonaise. Il faut dire qu'il ne marque pas beaucoup de buts. Et selon vous, quelles sont les chances, on va dire, de l'équipe gabonaise? Bon, contre la Mauritanie, ce sera simplement une mise en jambe, on l'espère, parce que tous nos garçons sont en fin de saison et sont en pleine forme, malgré certaines blessures ou certaines désillusions avec certains clubs. Mais le staff, en général, est en forme. Maintenant, le gros, c'est contre la Côte d'Ivoire, parce que on sait qu'il y a cette petite guéguerre entre Yaya Touré et Pierre-Emerick Aubameyang lors du Ballon d'Or. Alors, c'est un peu ce qui entretient les conversations dans les réseaux sociaux. Mais Pierre-Emerick est
serein et est conscient également de l'enjeu de cette rencontre. Mais êtes-vous entré un peu dans le secret des joueurs? On va dire que est-ce que vous avez pu apprécier peut-être l'ambiance qui règne entre les deux joueurs, Yaya Touré et Pierre-Emerick Aubameyang? Est-ce que bon, je crois que le fair play, c'est l'étiquette même hein, que doit refléter tout joueur. C'est vrai qu'il y a eu une période où il y a eu une tension. Je crois que cette période est passée. On revient dans le sport et je ne pense pas que cette haine ou cette animosité existe encore. Je crois que voilà. Touré a eu le temps de se remettre. Bien sûr, c'est des sportifs. Et puis on va enchaîner, Charles Goula, avec cette défaite, bien sûr, du CF Mounana. Le CF Mounana qui a échoué encore pour cette année consécutive en Coupe de la Confédération africaine de football, donc durant le tour de cadrage, après avoir été battu 2-0 au match aller, a essayé de faire un effort à domicile, gagnant 1-0, mais insuffisant dans l'ensemble des deux rencontres et donc éliminé de cette compétition. D'où l'interrogation que j'ai soulevée dans le reportage. Pourtant, nous sommes désormais dans un championnat national professionnel, mais on remarque aujourd'hui que les clubs gabonais ont du mal à atteindre la phase de poule. Ça fait plus d'une dizaine d'années. Après le Football Club Canon 105, on n'a plus jamais atteint la phase de poule d'une compétition africaine. Et peut-être avant de nous séparer, revenir par rapport à l'équipe nationale, les Panthères, revenir peut-être sur les grands absents par rapport à ces 23? Oui, bon, les absents, c'est peut-être pour des raisons simplement de blessure, hein, pas autre chose. Et, on a relevé également un cas d'indiscipline. Oui, il y a des cas d'indiscipline, il y en a qui sont sanctionnés, qui 2-3 ans ou d'autres à vie, ça c'est tout à fait normal. Et le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Moungengui, avait été clair en disant ceci: il n'y a pas un joueur qui a un titre foncier en équipe nationale. Désormais, celui qui n'est pas productif, eh bien, on le met de côté, quel que soit son talent. Voilà. Charles Goula, merci. Merci Martial. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est à travers donc cette note de sport que prend fin la Rétro-Actu dans son 5e numéro. Nous remercions chaleureusement Michel-Philippe Nzé qui nous a fait la fraternité, bien sûr, d'accepter spontanément notre invitation pour commenter avec nous une partie de l'actualité. C'est donc la fin de ce numéro 5 de la Rétro-Actu, comprendre l'actualité autrement. On se retrouve dans une semaine.